qu'apprennent vos enfants. Et les résultats, ils vont s'afficher. D'abord l'anglais, 82%, puis l'espagnol, 30%, et enfin le français, 25%. Il faut mettre ça dans un contexte. Hein. Nous sommes dans le cadre du Mercosur, ou du Mercosur, ça dépend si on l'appelle en portugais ou en espagnol, c'est-à-dire d'un marché commun du cône sud, dans lequel l'anglais est de toute façon une langue enseignée, et l'espagnol au Brésil est obligatoire, tout comme le portugais en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Hein. Donc le français n'a pas une si mauvaise place que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la comparaison de ces résultats-là avec Gargantua. Hein, vous voyez qu'à chaque époque, finalement, correspondent des langues qui ont un certain poids, une certaine importance dans la tête des gens. Et c'est donc de ceci que je voudrais partir pour me demander avec vous comment pouvons-nous mesurer l'importance relative des langues. Je dis relative parce que c'est par rapport à d'autres langues qu'il faut mesurer l'importance d'une langue. Et je vais juste, avant de rentrer dans mon baromètre, vous en donner un exemple. Entre 1930 et 1990, donc à 60 ans, au Mexique, le nombre des locuteurs des langues indiennes est passé, donc essentiellement l'aztèque et le maya, mais il n'y a pas que ça, est passé de 2 millions à 5 millions. Donc on peut se dire, c'est merveilleux, on parle toujours de langues menacées, et voilà qu'au Mexique, en 60 ans, le nombre de locuteurs des langues indiennes a été multiplié par 2,5. Oui, mais l'ennui, c'est que dans le même temps, la population du pays est passée de 14 à 70 millions. Et que donc le pourcentage de locuteurs de langues indiennes a été divisé par 2. Est passé de 15% à 7%. Vous voyez que selon le point de vue, on n'a pas tout à fait le même résultat. On peut applaudir le fait qu'il y ait 2,5 fois plus de locuteurs du maya et de l'aztèque, mais en même temps, on peut regretter que le pourcentage de la population ait été divisé par 2. Et c'est donc ceci qui va me faire maintenant démarrer sur la chose suivante. Classer les langues du monde, cela dépend d'abord du point de vue que l'on adopte. Je vais vous donner une première direction. Selon le nombre de locuteurs, voici le classement des 20 premières langues du monde. Locuteurs langue première, hein. Alors vous avez le mandarin. Oui, j'ai mis mandarin et non pas chinois parce que l'appellation chinoise est ambiguë. Il y a 7 chinois différents. À ma gauche, on ne parle pas le putonghua, on parle le minnan, qui est le chinois de Taïwan. Et donc la langue officielle chinoise, celle qui est prise en compte ici, s'appelle le putonghua. Hein, mot à mot, la langue d'unification, c'est ça, hein. Donc derrière l'espagnol, qui est plus parlé que l'anglais comme langue première, encore une fois, et puis vous voyez, l'arabe pose un problème aussi, hein, parce que les arabes, ce qu'on appelle dialectaux, enfin, ne sont pas la même chose que les arabes officiels. Bon, là, on a pris l'arabe officiel, l'arabe standard. Hindi, bengali, on ne pense pas toujours à ces langues indiennes, hein, dans les premières langues. Vous voyez que le français est assez loin, hein, 15e. Ok, c'est une classification. Maintenant, si je me demande quelles sont parmi les langues du monde celles qui sont officielles dans le plus grand nombre de pays, eh bien, j'obtiens un deuxième classement. J'ai mis entre parenthèses le nombre de pays dans lesquels ces langues étaient officielles. L'anglais est officiel dans 63 pays, le français dans 36, arabe et espagnol 21, vous voyez, le portugais 8, allemand, etc. Bon. Après, à partir de 3, c'est plus la peine de les classer, il y en a beaucoup trop, hein, et 2. Vous voyez que ce n'est pas la même chose du tout, mais je peux aussi imaginer notre façon de classer ces langues. Par exemple, combien y a-t-il d'articles dans les langues sur Internet dans Wikipédia? Et vous voyez que là, j'ai l'anglais en 1, enfin, vous savez lire. Hein. C'est plus du tout le même classement que tout à l'heure. Enfin, puisque je parle devant les interprètes, là, j'ai pris en fait les traductions. Vous savez qu'il y a sur le site de l'UNESCO, là où nous sommes, un sous-site, si je puis dire, qui s'appelle l'Index Translationum,
et que sur ce site, vous avez toutes les données cumulées pour les traductions de toutes les langues du monde depuis 50 ans. Et que vous avez aussi un modèle expert, vous pouvez rentrer dedans et faire vos propres classements. Donc voici par exemple les langues dont on traduit le plus. Il s'agit bien de traduction, hein, langue écrite bien entendu, mais tous les types de traductions, qu'il s'agisse aussi bien de littérature que de religion, que de mathématiques, de tout. Bon. Donc anglais, français, allemand, russe, italien, etc. Voici les langues dont on traduit le plus. Donc c'était juste 4 exemples pour vous présenter le travail que nous avons fait, donc ce baromètre des langues du monde, pour lequel nous avons sélectionné 11 facteurs. Là, il y en avait 4. Il y a donc 11 facteurs, le premier étant le nombre de locuteurs, c'est clair, langue première. J'insiste sur langue première, parce que ce qui fait la force d'une langue comme l'anglais, par exemple, c'est le nombre de locuteurs langue seconde. Mais il faut aussi en tenir compte. Donc, c'est pourquoi le deuxième facteur, c'est la véhicularité. Une langue véhiculaire, enfin, je suppose que tout le monde le sait, mais enfin, c'est la langue que l'on utilise pour parler avec des gens qui n'ont pas la même première langue que la vôtre. Ici, Iketnunk, le français est pour nous langue véhiculaire, puisque je suppose que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le français pour langue première. Donc, deuxième facteur, langue véhiculaire. Troisième facteur, le statut. Donc, langue officielle, langue nationale, langue régionale, parce qu'il y a des pays fédéraux, par exemple l'Inde, dans lequel vous avez des langues qui ont un statut régional, ou de l'État, si vous voulez, et non pas de la fédération. Le nombre d'articles dans Wikipédia, on l'a vu. Le facteur suivant, ce sont les prix littéraires internationaux. Alors, dans la première version du baromètre, nous avions pris le prix Nobel de littérature. Les prix Nobel s'adressent à une langue et pas à un pays, bien entendu. Mais nous nous sommes rendus compte que le prix Nobel de littérature était une vision occidentale de la littérature mondiale. Il n'y a qu'un seul prix Nobel pour l'arabe, c'est un prix Nobel Mahfouz, un Égyptien. Il y avait à l'époque un seul prix Nobel pour le chinois, Cao, et en plus c'était un Chinois qui avait un passeport français. Donc nous avons fait un facteur composite en prenant en compte tous les prix littéraires internationaux. Bon, ça c'est de la magouille statistique. Le point suivant, c'est l'entropie, je vais y revenir parce que là c'est plus compliqué. Ensuite, nous avons le taux de fécondité.